Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast où nous allons découvrir un entrepreneur monégasque à succès. De la transition des laboratoires scientifiques aux salles de conseil d'administration à son rôle clé dans la création de Monaco Tech, sa carrière plus que variée et les défis qu'il a relevés avec brio en font rêver plus d'un et pas qu'à Monaco. Il est notamment apparu dans le très célèbre magazine Forbes dans la catégorie Monaco 40 Under 40. Bonjour Fabrice Marquet. Bonjour Geneviève, merci beaucoup pour l'invitation. Moi ça me fait plaisir qu'on passe ce moment ensemble parce que quand on réfléchit 2 minutes, on parle d'incubateur, de start-up, etc. On est immédiatement dans un monde que monsieur et madame tout le monde peut-être n'appréhendent pas toujours précisément. Alors, juste dis-moi ce qui fait la différence entre une entreprise qui démarre et une start-up. En fait, c'est un peu du jargon et généralement, quand on parle de jargon, justement, c'est pour réserver un peu un sujet à une certaine élite, entre guillemets, de techniciens, alors qu'en fait, les sujets concernent monsieur et madame tout le monde. Parce que quand on parle d'innovation, de start-up, en fait, on parle d'une vision du futur, de qu'est-ce qu'on veut développer pour le futur, de qu'est-ce qu'on veut apporter dans le monde de demain et comment on va résoudre les problèmes auxquels le monde aujourd'hui fait face. Alors, ce que tu me dis, c'est qu'une start-up, c'est aussi une façon d'appréhender le monde de demain en essayant de trouver des nouvelles solutions, c'est ça ? C'est une solution adaptée au monde d'aujourd'hui, puisqu'on est dans un monde où en fait l'innovation vient de start-up. Alors c'est un état de fait aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas forcément dans l'histoire. Quand on regarde. C'est vrai. C'est pour ça qu'on a peut-être cette perception un peu, bien sûr. un peu pas changée, mais en tout cas un peu modifiée, en se disant il y a des gens qui ont inventé des choses et qui faisaient pas des start-up. Exactement. Et quand on regarde même dans le XXe siècle, en fait, c'était les États qui drivaient l'innovation. On pense justement à la course à l'espace, par exemple, entre la Russie, les États-Unis, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus le privé qui lance ça. Et finalement, on voit même que dans le privé, c'est plus trop les grands groupes qui font l'innovation. En fait, il y a une sorte d'aversion au risque généralisé qui s'est fait. Qu'aujourd'hui, parce que si on réfléchit 2 secondes, comment un entrepreneur, un groupe d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui n'ont pas de moyens, qui ont juste leur temps et leur volonté à mettre, peuvent faire des choses que les départements R&D des grands groupes sont incapables de faire. En fait, les départements R&D de grands groupes, ils sont capables de faire tout ça. C'est juste qu'ils n'ont pas envie. Parce que c'est trop risqué et ils préfèrent que des entrepreneurs se cassent les dents à le faire et de travailler avec ceux qui réussissent. Oui, c'est ça. Je fais peut-être un peu une analogie, tu me diras si je suis pas précise, mais ça me rappelle une histoire qu'on connaît tous. C'est Steve Jobs dans son garage qui invente des micro-ordinateurs et IBM qui a déjà la main mise sur l'informatique dans le monde entier qui le fait pas. Exactement. C'est un peu ça ou pas ? Exactement, oui, complètement. Et d'ailleurs, on voit que IBM, alors il y a plein de choses à dire sur IBM et la culture de cette entreprise, etc. Mais on voit que c'est une entreprise, par exemple, qui elle a su évoluer. Et si on regarde le modèle économique de IBM dans les années 90 et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est plutôt la même chose. Avant, c'était quasiment 100% du hardware, alors que maintenant, ils faisaient de l'équipement et justement des ordinateurs, etc. Alors qu'aujourd'hui, leur modèle économique, il est basé sur de l'intelligence artificielle, sur du software, sur du développement, etc. Alors, justement, si tu me dis, qu'est-ce qui fait la différence ? Tu me dis, c'est le risque. Moi, je te dirais, est-ce que le fait d'être seul dans son garage ou d'être seul autour d'une table avec 3 copains, ça permet plus au jus de crâne de sortir ou pas ? Alors oui, mais moi j'irais même plus loin que là, c'est qu'en fait tu t'extrais en fait justement d'une inertie, d'une bureaucratie, de justement des joutes politiques qui font qu'en fait l'innovation elle est souvent dans des organismes on va dire plus stables. Et elle est souvent tuée dans l'œuf pour des raisons qui sont pas du tout liées aux objectifs ou à l'innovation elle-même et en fait au potentiel que ça peut apporter. C'est-à-dire qu'on voit même dans des grands groupes, moi je l'ai vu dans mon ancienne vie de chercheur, quand tu déposes des brevets, il y a des grandes entreprises qui vont racheter ton brevet pour tuer la technologie et pas la développer. Parce qu'en fait, ils préfèrent justement tuer une technologie naissante plutôt que de dire on va entraîner une mutation, etc. Et devoir repenser notre modèle économique, même si sur le long terme ils y gagneraient, parce qu'en fait, les logiques sont beaucoup plus court-termistes. Parce qu'avant de poursuivre là-dessus, parce que le risque, c'est ce qui est au cœur de l'activité que tu fais aujourd'hui. Donc j'aurais bien aimé qu'on en parle un peu plus. Bien sûr. Tu viens de dire un truc que je peux pas, à côté duquel je peux pas passer, c'est dans mon ancienne vie de chercheur. Oui. Ah, explique-nous, tu étais chercheur avant d'être entrepreneur, c'est ça ? Oui, c'est ça. Chercheur en quoi ?
Alors j'étais en ingénierie biomédicale et je faisais des dispositifs médicaux. Donc en fait, je créais des nouveaux outils pour la médecine. Voilà ce que j'ai fait pendant 12 ans de ma vie. 12 ans. Ouais, 12 ans. Et il a fallu 12 ans pour que tu décides finalement que c'était pas ce que tu avais envie de faire, ou tu étais arrivé au bout d'un chemin en fait? Non, mais c'est marrant parce que justement, et là on voit aussi des différentes cultures. C'est vrai que dans des cultures un peu latines, quand on regarde mon parcours comme ça, on se dit mais en fait, ça n'a rien à voir. Ouais. Alors qu'en fait, pour moi, c'est un cheminement. Il y a pas de. Je me suis pas levé un matin en disant ouais, je vais arrêter d'être chercheur et je vais faire autre chose. C'est un cheminement d'apprentissage. En fait, moi, je me suis rendu compte que dans les environnements dans lesquels j'étais, ce qui m'attirait, c'était l'entrepreneuriat. Alors, j'étais chercheur, mais j'étais dans un domaine donc très appliqué. Donc, j'étais déjà très en lien avec le transfert industriel. Durant mon doctorat, j'ai travaillé sur la création d'une société. Mes travaux ont aidé une société à se créer et à se financer au début. Et c'est une société qui maintenant est listée sur Euronext. Donc, j'ai eu tout de suite. En fait, ce qui m'intéressait, moi, dans ma vie de chercheur et dans ce que je faisais, c'était d'aller de la paillasse de laboratoire jusqu'à le lit du patient et impacter la vie des gens. Voilà. Moi, c'était pas le côté fondamental, c'est pas pour dire du mal la science fondamentale parce qu'il en faut, mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'était vraiment le côté appliqué. Et de réellement impacter, d'aller jusqu'au bout pour vraiment changer les choses, en fait. Aller jusqu'au bout, on en revient à ce qu'on disait, aller jusqu'au bout, c'est prendre des risques, finalement. Bah oui. De toute façon, si on prend pas de risque, on fait rien. Donc, Et alors, tu dis que ce risque-là, il est appréhendé différemment en fonction de la taille de la structure, finalement, parce qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de domaines qui entrent dans le processus de décision quand on est plus ou moins grand. Et c'est quoi la solution? Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a ces grands industriels qui deviennent des business angels, ou peut-être. Après, je pense que il y a un vrai problème sur la partie, là, quand on parle de business angel, du coup, on va plutôt parler de la partie financement. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème là-dedans, parce qu'en fait, l'innovation n'est pas financée. C'est très compliqué. En fait, on a un monde qui est très inefficace, et c'est un processus qui est presque darwinien, où on se dit, en fait, on les jette en l'air, et on verra ce que ça donne. Et voilà, et ceux qui survivent par on ne sait quel miracle, eux, on va vraiment les aider. Et nous, c'est cette vision qu'on combat et qu'on essaie d'apporter, justement, de changer ça. Parce qu'effectivement, pour des grands groupes, pour des industriels, etc., l'enjeu, c'est plus de racheter des choses qui marchent et qu'on peut plugger directement, et pas des choses qui donneront potentiellement des choses dans 5 à 7 ans. Ça, c'est évident que c'est pas la vision, quoi. C'est peut-être un petit peu triste, parce qu'on se dit finalement, il n'y a plus rien de romantique dans notre vie aujourd'hui. Oui, non, mais j'avoue. Je pense que... Oui, non, mais c'est vrai, je pense que t'as ce côté-là, où, en fait, Enfin, presque, on plaisante avec mon associé en disant que quand t'es vraiment entrepreneur, en fait, c'est presque une maladie, en fait. C'est ça. Parce que si tu réfléchis 2 secondes, ça n'a aucun sens ce que tu fais. Tu t'investis tout ce que t'as pour un truc où tu sais même pas si ça va marcher et que tout le monde te dit que t'as 95% de chances de pas réussir. C'est ce que tu as fait. Oui. C'est ce que tu as fait. C'est-à-dire tu quittes Monacotech pour monter Monaco Foundry, et tu mets tout ce que tu as pour un truc dont tu sais pas si ça va marcher. En fait, c'est que moi, j'avais, à l'époque, rentrer dans les détails, mais à l'époque, moi, ce que j'avais proposé comme vision pour Monacotech, c'était une vision justement beaucoup plus internationale, pour potentiellement attirer des investisseurs étrangers, etc., et moins faire quelque chose de localiste. Et c'est pas dire que l'une ou l'autre, encore une fois, si j'avais une boule de cristal, et que je savais à l'avance ce qui marcherait, ma vie d'entrepreneur serait beaucoup plus facile. Mais c'est une vision, en fait. Et du coup, cette vision-là, c'était pas celle qui avait été retenue à l'époque pour Monacotech. Et du coup, moi, j'ai eu le choix de me dire, où je me plie à une vision qui est pas la mienne, où je crois tellement dans ma vision que je vais la faire de mon côté. Voilà. C'est ça, parce que pour prendre un tel risque, il faut être animé. Ah oui, parce qu'en plus, c'est très honnêtement, je pense que n'importe quel entrepreneur qui s'est lancé depuis zéro, la vie d'entrepreneur, c'est de se manger des baffes dans la figure toute la journée et de continuer d'avancer. Donc il faut être un petit peu motivé, effectivement. Se manger des baffes, vraiment ? Oui, clairement, oui. Tu te bats contre tout le monde. Tu te bats contre le marché, tu te bats contre les clients, tu te bats contre les investisseurs, tu te bats contre les propres gens de ton équipe. Quand je dis te battre, tu te mobilises en tout cas. Tu dois, en fait, si tu ne te bats pas au sens affronter les gens, mais au sens si tu ne déploies pas des efforts, exactement. Si tu n'es pas le moteur et l'impulsion, en fait, il se passera rien et du coup ça avancera pas, quoi. C'est aussi simple que ça. Et comment on fait alors le matin? Comment on fait quand on arrive? On a fait du sport avant. Comment on fait pour Oui, je pense. Après, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Chacun a sa routine, sa vie. Je pense que le parallèle avec le sport est assez intéressant parce que moi, je pense que c'est un peu comme un athlète de haut niveau. Ouais. Et je pense que pour la plupart des gens, en fait, de l'extérieur, ça a l'air facile. C'est-à-dire, quand on voit des gens qui ont réussi, t'as l'impression qu'ils ont réussi du jour au lendemain. Et voilà. Ils ont passé 20 ans à réussir du jour au lendemain. C'est un peu comme moi, béotien, quand je regarde les Jeux Olympiques et que je vois les gymnastes en train de faire des pirouettes sur les barres parallèles et compagnie.
ça a l'air hyper simple parce qu'ils rendent les choses simples. Mais ce qu'on voit pas, c'est les années d'entraînement, la sueur, les sangs, les larmes qui ont été dépensés, les sacrifices qui ont été faits. Voilà. Donc je pense que il y a un peu un mythe, surtout autour de l'entrepreneuriat, un peu moins vrai aujourd'hui vu la conjoncture. Ouais. C'est vrai qu'à un moment, ça a été un peu à la mode et on faisait croire qu'en fait c'était facile et c'était pour tout le monde, quoi. Et que un entrepreneur qui réussissait, c'était quelqu'un qui était en short, qui jouait au ping-pong toute la journée, et qui faisait du code 2 heures dans la nuit et qui devenait millionnaire. Mais ça, jamais personne ne l'a fait, ça. Oui, ça c'est un peu la distorsion Steve Jobs, en jean, qui fait des présentations... Oui. De produits qui ont mis des mois, voire des années à être développés, qui sont de vraies innovations, mais qui ont représenté beaucoup de travail pour beaucoup de gens. C'est ça. Et pourtant, le type est avec un micro sur une scène tout noir, enfin tout en noir. Et vraiment, tu te dis, bon, finalement, on n'a pas besoin d'avoir un costard-cravate, on n'a pas besoin de sortir d'une grande école pour faire ça. C'est ça. Mais en fait, c'est ça qui est rigolo aussi, c'est que dans l'entrepreneuriat, tu as un peu tous les profils. Tu as des gens qui ont des parcours, on va dire... sortis de grande école, qui ont déjà les réseaux, qui ont déjà... je vais pas mentir, ça aide. Hein. Ouais, bien sûr. Mais t'as aussi des gens qui sortent de nulle part. Ouais, t'as Bernard Tapie aussi. Hein. Oui, mais c'est ça. T'as aussi des gens qui sortent de nulle part et qui arrivent. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop de corrélation entre le background socio-économique comparé à d'autres carrières, on va dire, plus traditionnelles. Où, voilà, c'est encore, je pense, un milieu dans lequel, entre guillemets, l'ascenseur social marche encore un peu, quoi. Le quotidien aujourd'hui de Fabrice Marquet, c'est quoi? C'est d'analyser des projets, c'est d'écouter des passionnés présenter leur vision. Qu'est-ce que c'est en fait? Comment on fait pour se dire ça c'est un truc qu'il faut qu'on pousse? Non, c'est oui. Et puis en fait, il n'y a jamais une journée qui se ressemble. Et je vois même là ça fait 3 ans et demi. En fait, mon rôle aujourd'hui est plus du tout le même qu'il était au début. Au début, déjà, on était 2 avec mon associé, 2 fous dans un bureau avec une idée et à tout faire tout seul. Là, aujourd'hui, on a plus de 20 associés, on a une équipe maintenant parce qu'on développe un produit. Même le modèle économique, enfin, je dirais même pas le modèle économique, mais le modèle, on va dire presque l'objet social, entre guillemets, ce que fait la société, c'est en train d'évoluer. D'accord. Comme on a commencé, en fait, c'était une sorte de... pas d'incubateur, mais plutôt au contraire, c'était Foundry, pour ceux qui parlent pas anglais, c'est quand même une fonderie, c'est quand même l'endroit où on donne une forme à un objet. C'est ça. Mais parce qu'en fait, ce qu'on s'était rendu compte, et la vision au début, c'était de se dire, il y a des structures d'accompagnement, type incubateur, accélérateur traditionnel, qui donnent des locaux, fournissent un peu d'aide administrative, etc. Il y a des investisseurs qui mettent de l'argent. Mais en fait, en tant que start-up, ce qui te manque, c'est d'avoir les bons contacts et d'avoir des opérationnels de classe mondiale pour t'aider à construire au jour le jour. Des gens qui ne peuvent pas payer parce qu'en fait, tu n'as pas d'argent. C'est ça qui est compliqué. Et quand on parlait justement d'innovation, ce qui tue l'innovation, c'est que, en fait, si tu parles pas aux bonnes personnes, t'as pas l'argent. Voilà, ou même si tu as un produit qui est prêt, si tu veux vendre à des grands groupes, si tu rentres par la petite porte, etc., 6 mois plus tard, 24 mois plus tard, parfois, tu es encore au même stade en train de faire des meetings avec des gens et que c'est jamais monté tout en haut et jamais aucune décision n'est prise. Parce qu'en fait, ce qui tue pour les entrepreneurs, c'est que des gens dans des grosses organisations stables te diront jamais non. Ah ouais. Parce qu'en fait, alors qu'à la limite, moi, en tant qu'entrepreneur, je préfère que tu me dises non, ça ne m'intéresse pas, merci, au revoir. À la limite, je vais voir quelqu'un d'autre et voilà. Je sais à quoi m'en tenir. En fait, ils vont toujours dire ah oui, c'est génial. Ouais. Et en fait, rien ne se passera. Voilà. Mais parce qu'en fait, ils peuvent pas prendre le risque de dire non, parce que si ça marche ailleurs et qu'ils ont dit non, ça leur tombera dessus, quoi. Voilà. Ah, c'est ça. Ouais. Donc on a toujours une gestion de risque, que ce clairement. Risque soit de lancer un produit ou de ne pas le lancer, ou de faire un rapport à son supérieur, voilà. On est toujours dans la gestion du risque. On a l'impression qu'on est dans le monde de la finance en permanence alors. Je sais pas si c'est la finance ou c'est plus, moi je dirais que c'est même presque plus politique, dans le sens où en fait dans les grandes organisations, tu te rends compte que la plupart des gens, ils sont pas motivés par la mission générale de l'entité dans laquelle ils sont motivés par leur propre intérêt et survivre dans cet environnement en fait. C'est ça qui t'a poussé aussi? Tu t'es dit, tout à l'heure tu parlais d'une vision qui n'est pas la tienne et qu'il fallait... C'est ça qui t'a poussé? Tu voulais vivre de ta vision, c'est ça? Ouais. Oui, je pense que oui, c'est ça le truc. C'est de me dire... C'est une conviction. C'est plus qu'une vision là. Oui, c'est une conviction. Mais je pense qu'il faut ça, encore une fois, parce que personne ne force les gens à devenir entrepreneurs. Il faut le dire. Bien sûr. Mais voilà, il faut pas romantiser non plus le truc en disant que ça va être facile et ce qui est rigolo, alors je peux te faire une confidence. Ah bah oui. Au moment où je me suis lancé, j'ai discuté avec un entrepreneur que je connaissais, qui est Sophia, qui a monté une boîte qui marche bien aujourd'hui maintenant, et je lui disais non mais voilà ce qu'on veut faire, c'est génial, hyper motivé, etc. Et il me dit oh mais t'as vraiment trop de courage parce que moi je recommencerai jamais à zéro, tu vois, parce que voilà.
Et je me rappelle, moi, à l'époque, d'avoir eu la naïveté ou l'insolence de me dire non, mais pour moi, ça sera pas aussi galère, ça sera beaucoup plus simple et ça va marcher rapidement et tout ira bien, etc. Et en fait, voilà, tu te rends compte qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, je serais assez curieux si tu m'avais dit à l'époque exactement ce qu'allait se passer, toutes les galères que j'allais traverser, est-ce que vraiment je me serais lancé, tu vois? Est-ce qu'il faut pas cette once de naïveté? Tu parlais de la conquête spatiale, c'est pareil, hein, je pense que si au début on avait expliqué, notamment aux astronautes de la mission Apollo 14, que c'était pratiquement impossible qu'ils reviennent, ils auraient pas tenté de revenir. C'est ça. Donc c'est vrai que quand tu dis, voilà, si je devais me retourner, ça a été quoi? Tu as eu des moments de découragement ou pas? Oui. Oui. Ouais. Même aujourd'hui, je vais pas te mentir, c'est toujours très dur et c'est toujours de la bataille tous les jours. Hein. Et sur quoi on s'appuie dans ces moments-là? À part sur sa conviction, mais sur quoi on s'appuie? Le cadre familial avant tout, c'est évident. Hein. Le soutien inconditionnel de ma femme, mon fils, ma famille proche. Oui, c'est justement, comme j'ai embrassé, on va dire, dans ma vie professionnelle, cette instabilité qui est aussi synonyme de liberté et de pouvoir avancer vite et de faire des choses différentes, etc. Justement, par opposition à des organismes beaucoup plus stables. Et voilà. Mais du coup, je pense que pour moi, ce qui a été nécessaire, c'est justement d'avoir une vraie stabilité à côté, des choses auxquelles me rapprocher. Et puis voilà. Puis après, rationaliser, de me dire aussi que finalement, qu'est-ce que je risque? Voilà, qu'est-ce que tu risques? Ça dépend d'où tu pars. Enfin, reparlons du moment où tu te lances pour Monaco Foundry. À cette époque-là, tu as un emploi stable, tu es monégasque dans ton pays. Le petit est petit encore. Hein? Le petit est petit encore, ouais. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit, ta femme, quand tu lui dis chérie, je t'avertis, à partir de demain, c'est plus ça? Je pense que, alors encore plus que moi, je pense qu'elle se rendait pas compte de ce que ça allait impliquer, pour être honnête. Hein. Faut être honnête, c'est un son inconnu, voilà. Moi, j'ai eu la chance et puis je pense que mon épouse, elle est très entrepreneuriale dans le sens, elle aime bien créer des choses, etc. D'accord. Par contre, elle a une aversion au risque. Voilà, faire ce que moi j'ai fait à son compte comme ça, peut-être qu'un jour elle changera, je sais pas, mais je pense qu'elle, moi aujourd'hui je lui dirais j'ai un salaire et je gagne 500 € par mois, limite. ça serait quelque chose de plus tangible que ce que je fais aujourd'hui, quoi. Donc je pense que sans savoir vraiment ce qui en était, moi j'ai toujours pu compter sur elle et je pense que c'est celle, en tout cas pour moi, qui a été très appréciable. C'est un peu ce que tu disais depuis le départ, c'est-à-dire que pour que ça marche, il faut quand même rencontrer les bonnes personnes, y compris dans sa propre vie personnelle. Oui. C'est sûr. Ça c'est sûr. Hein. Moi je vais te dire honnêtement, là en plus, parce que aussi ce qui est compliqué en tant qu'entrepreneur, c'est qu'au début, comme tu dis, on est des deux, je faisais des horaires, mais je te raconte même pas, quoi. Bien sûr. Du coup tu sacrifies tout. Là maintenant qu'on a une équipe, qu'on développe un produit, que même moi, à terme, quoi qu'il se passe, je pense que je vais être amené à être peut-être moins opérationnellement engagé dans cette société-là, peut-être faire d'autres choses après. Enfin, moi, j'ai d'autres envies. Enfin, voilà, et c'est toujours intéressant. Oui, toi, t'es un type qui arrête pas. Hein. T'étais scientifique, t'es devenu incubateur. T'étais incubateur, t'es devenu entrepreneur. Et là, tu dis, je vais encore faire autre chose, quoi. Ouais, ou d'autres projets d'entrepreneuriat. Je pense que là, je suis aujourd'hui dans ce que je fais, dans ce que j'ai toujours voulu faire, en fait. C'est pour ça, tu vois, ce qu'on disait sur mon parcours, finalement. Je pense que tu raconterais au mois d'il y a 15 ans ce que je fais aujourd'hui, je pense qu'il hallucinerait, mais en même temps, c'est quelque part là où j'ai toujours voulu être. Voilà. Donc en fait, c'est les opportunités de la vie qui ont fait que, moi, de pouvoir revenir à Monaco, moi, ça a été une opportunité énorme et j'en suis très reconnaissant. C'était presque. Tu reviens à Monaco pour Monaco Tech, hein, c'est ça? Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que moi j'étais chercheur, j'ai passé ma vie, moi je suis un des seuls monégasques qui a payé des impôts dans 3 pays, quoi. Donc voilà, Et voilà, dans ce que je faisais, il n'y avait pas grand-chose pour moi de revenir. Et donc c'est vrai que de pouvoir revenir pour une mission qui, moi, m'a apporté énormément, parce que j'ai appris énormément de choses. La partie création, en fait, c'est ça aussi, c'est que je me rends compte que moi, la valeur que j'ai et ce qui m'intéresse, c'est de créer des choses, en fait. Voilà, c'est pas de gérer. Et je dis pas ça de manière complètement péjorative du tout, parce qu'il faut justement que des choses soient gérées, etc. C'est juste de savoir qu'est-ce qui te correspond à toi. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais en fait, quand on pense à un chercheur, on pense à quelqu'un qui travaille plutôt seul. Mm-hmm. Alors que ce que tu me décris depuis que tu as quitté ce monde scientifique, c'est plus un travail d'équipe. Oui, alors mais pour le coup, alors tu parles de gens qui font de la recherche informatique, du code, etc. Ouais. Là, il y a des gens qui sont beaucoup plus solitaires et qui font des choses seuls. Moi, dans mon cas, j'ai jamais travaillé seul. Au contraire, moi, j'étais à l'interface justement de la médecine. Je travaillais avec des vétos, je travaillais avec d'autres chercheurs, et ça a toujours été justement un travail d'équipe. Et je pense que dans toute ma vie, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait, que ce soit dans la partie hobby, on parlait de l'Afghanistan tout à l'heure,
Et d'autres oui, choses. on va parler de l'Afghanistan, là. On va y venir. Voilà. Parce que tu parlais d'une vision internationale tout à l'heure. Et c'est pas un hasard, parce que d'après ce que j'ai compris, et tu en as parlé, j'ai payé des impôts dans au moins 3 pays. Donc on s'imagine la France, ça on a compris. Le deuxième, ce serait ? J'ai payé des impôts aux Pays-Bas et j'ai payé des impôts aux États-Unis. Alors aux États-Unis, c'était où ? À New York, non ? Ouais, c'est ça. Ça commence à New York ou c'est une étape ? Non, c'est une étape. C'était en fait, je venais d'avoir mon doctorat et c'était ma première expérience dans un laboratoire à l'étranger en tant que chercheur. Voilà. Et là, et pourquoi l'Afghanistan ? Alors ça vient faire quoi au milieu ? Non, alors... T'as pas payé des impôts en Afghanistan quand même. Non, parce qu'en plus c'était pour une mission humanitaire. Non, c'était... Encore une fois, le hasard de la vie, des rencontres et te dire... en fait, juste... je sais pas, bizarrement... Tu passes combien de temps là-bas, ouais ? Non, on a passé 3 semaines, voilà. C'était pas... d'accord. En fait, moi j'ai participé, en fait, on avait monté une association, et en fait, on avait rencontré des médecins à l'époque, qui avaient monté un dispensaire là-bas, et qui partaient chaque année, voilà. Et donc, nous, on les a accompagnés sur une première mission exploratoire, et l'idée, c'était de partir avec eux, donc c'était en haut de la vallée du Panjshir, etc., donc vraiment très, très reculé. Ah oui. Et l'idée, c'était d'arriver à Kaboul, de pouvoir voir ce qu'on pouvait trouver comme matériaux sur place, et leur montrer des techniques d'ingénierie, on va dire, de base, sur comment améliorer leur quotidien, comment on peut les aider à créer des fours solaires, comment on peut les aider à améliorer leur système d'irrigation d'eau, etc., etc. C'est plus de la coopération au développement que de l'humanitaire, ça. Hein ? Oui. En fait, c'est vraiment du transfert de savoir-faire. Oui, bien sûr. Et en fait, donc l'association a continué, et au début, ça a un peu évolué, et du coup, après, ce qui s'est passé, c'est beaucoup d'échanges qui ont été développés avec l'Université Polytechnique de Kaboul. Voilà. Donc, on a mis en place des programmes où on était capable de leur envoyer du matériel, former les gens. On a même accueilli en postdoc un chercheur afghan qui est venu, etc. etc. Je te confirme, créer, c'est quand même ton truc. Hein. Ouais, de ce que j'entends. Ouais, et puis de dire, en fait, quand on te propose un truc qui a l'air un peu fou, ben, au lieu d'écouter ta première réaction qui est de dire oula non, c'est en fait de dire oui, voir ce qui se passe. C'est un peu, voilà. Alors, est-ce que dans tes hobbies, tu es aussi risqué ? C'est-à-dire tu fais du parachute non, pas trop en fait, justement. Pas trop. Enfin, si, je fais un pas. Enfin, j'aime bien le ski, j'aime bien les trucs comme ça. Pas vite, quoi. Voilà, j'aime bien les trucs qui vont un peu vite. Je suis pas là non plus à faire du parachute. T'es pas un casse-cou. C'est ça que je voulais te faire dire. Non. T'es pas un casse-cou. Non, je l'étais plus jeune, oui, ça c'est pas faux. Mais non, je suis pas non plus. Il y a plus casse-cou que moi, je pense. Non. Et donc cet amour du risque qui vient de quoi ? Du plaisir, de l'adrénaline, je pense de l'adversité. Ouais, le plaisir d'accomplir quelque chose qui est pas fait par tout le monde, je pense, et que en fait, si tu le faisais pas toi, t'as l'impression que ça serait pas fait. Je pense que là-dessus, il y a quand même une satisfaction qui est on peut le dire, Monaco Foundry, il n'y en a qu'un. Hein. Oui. C'est... Oui, non, c'est sûr. Ouais. Alors, vous l'avez fait grandir, vous êtes, tu le disais, vous êtes beaucoup plus aujourd'hui, vous avez accompli déjà des choses, mais il n'y en a qu'un sur le territoire monégasque, en tout cas. Oui. Sachant que oui. On est... Et même, en fait, nous, la vision, c'est vraiment, c'est extraire même des frontières, parce que finalement, l'économie, elle est mondialisée. Alors oui, avec ce qui se passe, la pandémie, la crise de la guerre en Ukraine, etc., ça fait que finalement, effectivement, cette approche complètement mondialisée aujourd'hui, elle tend à se... La vision internationale que tu décrivais, est-ce qu'elle aurait souffert, elle aurait souffert des 4 années ou des 3-4 années qu'on vient de passer, qui ont quand même été rudes au niveau mondial ? Ouais, bien sûr. Mais en même temps, je pense que ça a accéléré aussi des choses. Aujourd'hui, on se rend... en fait, ce qui est marrant, c'est que l'adoption de l'innovation, c'est pas quelque chose qui est graduel. En fait, c'est du jour au lendemain où on passe de la science-fiction complètement fantaisiste à quelque chose de complètement normal. Ouais, il y a 5 ans, je t'aurais dit, on fera tous des zooms, etc., et des meetings à distance, et des gens travailleront à distance. Tu m'aurais dit, mais arrête de fumer la moquette, quoi. Oui, je t'aurais dit, oui, Fabrice, t'es sympa. Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est complètement normal. Oui, c'est vrai, c'est complètement normal, mais même sur des distances très courtes. Hein, on ne monte plus au 3e étage, on se parle en visio, on fait un zoom entre le 1er et le 3e, quoi. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il y a ce phénomène déclencheur. C'est ce que tu es en train de me dire, c'est-à-dire que une crise peut être une opportunité de déclenchement pour d'autres choses qu'on n'imagine pas. Et quand on a une vision, tu disais, d'appréhender le monde de demain, de faire des solutions adaptées au monde d'aujourd'hui qui peuvent s'adapter au monde de demain, comment on
on entrevoit les directions possibles. Parce que tu me parles du Zoom, mais est-ce que, très sincèrement, il y a 5 ans, tu m'aurais dit l'avenir, c'est le Zoom? C'est ça. Non, mais encore une fois, ce que je dis assez souvent, c'est si j'avais une boule de cristal, mon boulot serait beaucoup plus facile. Voilà. En fait, personne ne l'a. Et on fait des paris alors? C'est ça, c'est des paris. Et en fait, c'est des paris. C'est une démarche qui est, en tout cas pour moi, alors peut-être que c'est mon biais, mais pour moi, c'est une démarche qui est complètement en phase avec mon apprentissage de la démarche scientifique. C'est que c'est une démarche qui est complètement empirique. Alors pour le coup, c'est complètement anti-empirique. Il n'y a pas de théorie, il n'y a rien du tout. Donc tu poses des hypothèses, tu essayes, ça marche pas. Tu changes tes hypothèses, tu recommences jusqu'à ce que ça marche. Eh oui, mais là, tu comprends peut-être un peu mieux, ou on comprend, en tout cas en t'écoutant, un peu mieux, pourquoi les grands groupes, en tout cas, ne font pas ça. C'est que ça diminue les marges, en tout cas, ça diminue les dividendes, ça ne fait pas les mêmes résultats à la fin de l'année, quand même. C'est ça, c'est que c'est des investissements qui sont beaucoup plus long-termistes. Ouais. Alors, tu me disais, l'innovation n'est pas financée. En fait, le futur n'est jamais financé, du coup. J'ai envie de dire, tu peux prendre le parallèle avec la politique mondiale sur le développement durable. Quoi. Ouais. C'est que oui, en fait, oui. Là, il y a un énorme biais négatif pour le premier qui va mettre des politiques parce qu'en gros, il va juste mettre des coups de couteau dans les roues de son économie, alors que les autres vont continuer à polluer et à se développer. Donc, c'est un peu compliqué. C'est humain aussi. C'est qu'en fait, je pense que le genre humain a du mal à se projeter dans l'avenir. Alors, en tout cas, le genre humain a du mal avec le changement en général. Le changement en général. Mais même c'est assez rigolo sur l'enfance, comment ça se développe, etc. De dire, tu fais des tests avec des gamins où tu leur dis, tiens, je te mets un bonbon, je reviens dans 5 minutes, tu l'as pas mangé, je t'en donne 2. Et tu vas voir combien de gamins ne mangent pas le premier bonbon. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais c'est des choses qui s'apprennent. En fait, il faut se comprendre, il faut comprendre ses biais. En fait, on en revient justement avec cette vision internationale, et moi, qu'est-ce qui m'a poussé à aller en Afghanistan aussi et à aller vivre dans d'autres pays? En fait, c'est comprendre d'autres cultures et expérimenter d'autres cultures. Tu avais grandi ici à Monaco? Moi, j'ai grandi ici à Monaco, je suis parti de Monaco, j'ai fait ma prépa à Nice, donc je suis pas allé très loin, mais je suis parti, j'étais jeune, j'avais 16 ans. Ouais. Après, je suis allé à Paris, je suis allé aux Pays-Bas, je suis allé à New York, je suis revenu à Bordeaux, puis voilà, j'ai vu... quand même bourlingué, hein? Pas mal bourlingué. Ouais. Et ouais, c'est toujours hyper intéressant de voir d'autres cultures, et en fait, tu te rends compte que tu as des biais. En fait, c'est ça qui est fou. Oui, mais Fabrice, combien d'entre nous sont capables de renoncer à un avantage ou à un confort Alors, je schématise quand je dis ça, hein, mais voilà. Combien d'entre nous sont capables de renoncer à ça pour avoir plus après? C'est ça. Potentiellement. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est pas garanti en plus. T'imagines que l'équation que tu mets entre les mains quand tu présentes ton truc, c'est de dire, alors, je te donne pas un bonbon, je te donne un bonbon, tu l'as sur la table. Ne le touche pas. Ouais. Je vais revenir dans un moment et peut-être je t'en apporte un autre. Bien sûr. C'est un peu ce que tu dis, quoi. Oui, après tu peux le faire aussi, tu peux le faire intelligemment dans le sens où ça marche pour les sociétés. Nous, typiquement, je vais donner juste un exemple, c'est que nous, on pense qu'il y a une opportunité à travailler avec des banques privées pour révolutionner un peu les banques, ce qu'elles font, etc., et préparer la banque privée de demain. Et on a des très bons discours, très bons échanges. Je pense que la plupart des acteurs sont assez conscients des choses à faire, des choses à améliorer, des limites du modèle actuel, etc. Et que si on ne change pas la banque privée d'aujourd'hui, elle va juste mourir à un moment. Ça, je pense que les gens sont conscients. Et après, ce que nous, on essaye de faire, c'est de travailler avec eux de manière intelligente, où en fait, l'idée, c'est pas de leur dire vous allez changer du jour au lendemain, vous allez dépenser 50 millions à un chèque en blanc et puis vous nous laissez faire. C'est pas ça. C'est de leur dire on peut faire quelque chose, on s'adapte avec vous, on s'adapte avec votre agenda, on peut faire les choses même complètement en sous-marin, minimiser les risques pour vous, minimiser l'allocation de ressources. Et puis comme ça, vous essayez. Si ça marche pas, vous n'avez pas perdu grand-chose. Et puis si ça marche, vous pouvez dire que vous êtes géniaux et que vous êtes les premiers à l'avoir fait, quoi. Donc il y a des moyens de le faire. Ce qu'il faut, c'est surtout la volonté, en fait, de quelque part se mettre en danger, un petit peu. Et je pense que dans la vie, quel que soit le contexte, si tu n'acceptes pas de perdre, tu ne peux pas gagner. Oui, alors ça, tous les gens qui ont fait du sport et tous ceux qui ont travaillé dans le milieu sportif savent qu'il faut payer pour apprendre. Ça... Il faut payer pour apprendre, mais en fait, il faut se mettre en danger. Il faut accepter de perdre, il faut accepter de lancer un projet et que le projet échoue. Parce qu'en fait, si tu n'échoues pas, c'est que tu fais rien, en fait. Parce que ce qu'on dit souvent dans le sport, c'est ce que tu es en train de dire, c'est que l'expérience au sens expérimentation, pas l'expérience, l'expérimentation a un prix. C'est ça. Qu'il faut être... Soit tu gagnes, soit t'apprends. Voilà. Soit tu gagnes, soit t'apprends. Mais c'est ça. Et tu peux pas, aujourd'hui, moi, pareil, pour les banques, j'aimerais bien leur vendre un produit tout en leur disant faites ça, vous êtes sûr de réussir. Non, je vais pas leur mentir. Ils ont eu très très chaud avec la folie Bitcoin.
Oui, bah oui. Qui a quand même pas dû les rendre très ouverts à la créativité. Mais c'est là où tu vois justement l'irrationalité du truc, c'est qu'on préfère justement se lancer dans des choses qui sont complètement irrationnelles. Parce que le Bitcoin, c'est... Encore une fois, de toute façon, la valeur des choses, c'est que ce que... On veut bien lui donner, voilà, oui, ça c'est sûr. Ça a des avantages. Oui, que ça a été la folie, là, pareil pour les NFT, pareil pour tout ça, mais en fait, pour moi, il y a un... c'est marrant que je dise ça parce que je viens de la technologie, j'ai été inventeur, j'ai publié des brevets, etc. Mais pour moi, si tu pars de la technologie, en fait, t'es perdant. Enfin, c'est pour moi... La technologie doit aider le concept, elle doit pas être le concept, c'est ça que tu dis. Hein. C'est ça. C'est que si tu fais une entreprise technologique, uniquement basée sur une technologie, la technologie elle change, la technologie devient obsolète. Donc le jour où la technologie est obsolète, ta société n'existe plus. Alors que si ta société elle est là pour identifier un secteur client et un besoin et répondre à un problème, en fait tu vas évoluer avec la technologie, mais tu vas toujours résoudre le même problème. Si tu regardes par exemple, si on regarde un exemple très, très concret, tu regardes l'évolution de l'industrie de la musique. Le support et la manière dont l'industrie de la musique a complètement changé du vinyle à la cassette, au CD, au téléchargement, et maintenant c'est uniquement du streaming, et on repart sur le vinyle parce qu'il y a les DJ maintenant qui mixent, etc. Le modèle a complètement changé. Par contre, la musique est restée. Exactement. Ce que les gens cherchent à accomplir en écoutant de la musique, à ressentir, etc., ça n'a jamais changé. Voilà. Ouais, c'est un peu le parallèle avec nos métiers sur les productions audiovisuelles. Hein. Mmh. La télé évolue sans cesse, en tout cas le linéaire, mais le produit vidéo s'adapte même à TikTok. Hein. C'est voilà, l'image en mouvement, elle, qui relate quelque chose qui s'est passé ou qui montre quelque chose qui est en train d'avoir lieu, exactement. Le live ou pas, ça ne disparaît pas. C'est ça, si tu es un créateur de contenu, un vecteur d'émotion, tout ça changera jamais. Si tu te dis aujourd'hui, moi les gosses de 20 ans, je vais leur dire il faut que vous soyez 19h devant votre télé pour regarder l'émission, mais il n'y a plus aucun gamin qui peut faire ça. Il n'y a plus de gamin qui peut faire ça aujourd'hui. C'est pas dans leurs usages. Quand on prépare le monde de demain, est-ce qu'on se fait aider, ou en tout cas est-ce qu'on discute avec des jeunes? Ah oui. Moi, et surtout aujourd'hui où l'accès à l'information n'a jamais été aussi facile. Moi, je suis bluffé tous les jours de jeunes avec qui je parle dans plein de pays. Quand tu dis jeunes, c'est quoi, 20 ans? Même un peu plus jeunes des fois, qui ont été capables de se former sur le tas. Ça va très très hallucinant. Oui. Hallucinant. J'ai discuté avec José Sacré il n'y a pas très longtemps. José Sacré qui, comme tu le sais, est un journaliste qui a vu les débuts de la télévision, puisqu'il était à la création de la télévision. Et il me dit, c'est formidable ce que les jeunes d'aujourd'hui nous apportent parce qu'ils sont meilleurs que nous. Bien sûr. Mais bien sûr. T'es d'accord? Ah oui, complètement. Mais c'est pour ça, ce discours un peu genre, les jeunes, regardez ce qu'ils font, ils sont tous fainéants, et voilà. En fait, c'est un discours que chaque génération a eu sur la génération d'avant. Ça change pas par contre. Non, mais c'est marrant parce qu'il y a toujours des trucs là où tu regardes dans l'Antiquité, t'avais déjà des gens qui disaient ça. Ouais, c'est ça. donc ça changera pas. Mais justement, c'est un peu bête, il faut dépasser ce rapport un peu primaire d'opposition. Moi, je vois aujourd'hui, j'ai 41 ans, et pourtant j'ai été innovateur, comme je dis, j'étais chercheur, j'ai publié des brevets, mais moi, pour l'innovation purement technique, mais je suis déjà obsolète en fait. Sauf que moi, la différence, c'est que j'en suis complètement conscient en fait. Tu dis, j'ai publié des brevets. Est-ce que c'était pour ça que Forbes t'avait classé parmi les 40 qui ont moins de 40 Non, ça c'était pour le début de Monaco Fonderie plutôt. Ouais. Pour le début de Monaco Fonderie. Enfin, c'était un... Et les brevets, on peut rapidement, dis-moi, c'était quoi comme brevet? Style 1, 2. Ouais, voilà. Allez, 1. Alors, je vais essayer de le dire. Celui qui te semble être le plus emblématique. Ouais, alors en fait, c'est plutôt les thématiques de recherche. En fait, donc, quand j'étais à Columbia, donc, j'ai publié 2 brevets qu'on a licenciés à une société qui s'est créée dans le Connecticut. Et là, la thématique, c'était de faire de la chimiothérapie localisée pour le traitement des maladies neurodégénératives. Okay. En gros, pour le traitement de Alzheimer, Parkinson, etc. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans ton cerveau... si, explique. Dans ton cerveau, en fait, tu as une barrière qui s'appelle la barrière hémato-encéphalique. Ça paraît hyper compliqué, mais hémato, c'est le sang et encéphale, c'est le cerveau. Donc, tu as une barrière entre le sang et ton cerveau. Et en fait, tout ce qu'il y a dans ton corps, il est hyper filtré. C'est-à-dire que tout ce qui est petites molécules comme l'alcool, ça passe dans ton cerveau. Mais tout ce qui est un peu gros, comme c'est filtré. Le sucre, ça passe dans le sang. Ouais. D'accord. Mais après, Et en fait, le problème, c'est que toutes les molécules thérapeutiques, les protéines typiquement, ou les facteurs de croissance qui pourraient aider aux maladies dégénératives, et ben en fait, quand tu les injectes dans ton sang, ils passent pas dans le cerveau. Ils passent pas dans le cerveau, c'est ça. Il n'y a pas de passerelle. Non. Et donc nous, en fait, on avait une technique où localement, on venait faire vibrer cette barrière et on venait l'ouvrir de manière réversible localement. Voilà. Ah oui. Voilà.
Et là, d'ailleurs, pour dire à quel point c'est long, et là, j'ai vu une de mes anciennes collègues qui a monté son labo maintenant à Washington, qui ont fait les premiers tests chez les patients humains. Voilà. Et donc moi, 15 ans après. Voilà. Et moi, à mon époque, en fait, on avait fait le premier test sur un 15 ans après. 15 ans après. C'est si long. C'est si long, oui. C'est si long. Alors après, toujours pareil. Alors là, on parle aussi d'autres problématiques. C'est que justement, les vraies innovations, on va dire, ce qu'on appelle deep tech, ces mots compliqués. En fait, en gros, tout ce qui est plutôt, on va dire, produits industriels ou pharmaceutiques, ou etc. Et des choses potentiellement qui peuvent vraiment améliorer la vie des gens, c'est des choses qui sont justement très très longues et très très coûteuses à développer. Pardon, mais là j'ai une question qui me vient tout de suite. Et du coup, qu'est-ce que... c'est peut-être compliqué de s'exprimer là-dessus, mais du coup, quand on nous explique qu'on a trouvé un ARN messager qui va nous aider pour le Covid, etc., et qu'on a très peu de recul, est-ce que c'est quand même possible ? Oui, non, franchement, c'est une vraie prouesse qui s'est fait. D'ailleurs, le prix Nobel a été donné. Oui, le prix Nobel il y a quelques jours. C'est formidable ce qui a été fait. Après, effectivement, justement. Ils ont travaillé quoi, nuit et jour ? Ah ouais, nuit et jour. D'ailleurs, en fait, ce qui est rigolo, c'est que a posteriori, il est toujours beaucoup plus intelligent. Mais à l'époque, quand ça s'est lancé, l'ARN messager, c'était pas du tout le candidat le plus fiable. En fait, celui qui était vu comme le plus prometteur. Le plus prometteur, oui. Et du coup, après, justement, il y a certains acteurs qui se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils n'ont pas misé sur l'ARN messager. Et en fait, c'était un vrai pari. Le risque, c'était de miser sur l'ARN messager, en fait. Donc, il y a bien des moments, comme tu disais, où les crises poussent. Oui, bien sûr. Et sont des opportunités de risque. Je pense qu'on n'aurait pas mis un vaccin sur le marché aussi rapidement s'il n'y avait pas eu la crise de Covid, ça c'est évident. Ça te fait penser quoi ? C'est plein d'espoir, comme le fait que ça soit possible pour quelqu'un comme toi, c'est... Ah oui, non, mais oui, clairement. Clairement, ça, pour moi, c'est formidable. D'ailleurs, encore une fois, ça a été reconnu là et à juste titre. Et, on s'en félicite quand même. En fait, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive justement un jour, pour moi, mon vœu le plus pieux, c'est de me dire qu'on ait cette démarche et ce sens de l'urgence sans qu'il y ait une crise, en fait. Ça serait bien. Qu'on puisse anticiper les choses et penser à l'avenir tout le temps, en fait. Pas juste quand voilà. Non, mais oui, mais là, alors, tu me fais une transition toute gagnée. Alors, puisque moi, je sais que tu es un grand supporter de l'AS Monaco Football, mais tu me fais une transition toute gagnée. C'est que tu sais bien qu'en football, par exemple, on ne fait pas de transfert majeur ou on ne change pas d'entraîneur s'il n'y a pas de problème. S'il se passe rien sur le terrain de grave, on continue comme on est et tout va bien, quoi. C'est ça. Et alors, t'es supporter de l'ASM depuis toujours ? Ah oui. Moi, j'avais regardé justement parce que j'étais avec je pense le premier match, je crois que j'avais vu un Monaco-Nancy en 88 ou 89. Comme ça. Oui, c'est pas tout neuf quand même. Hein. Ouais, d'ailleurs, on menait 2-0, on s'est fait égaliser dans le 2-2, je crois. Et voilà, c'était bien, ouais. Et puis c'est vrai que moi, grandissant ici, ça a toujours été... rouge et blanc, forever. Ouais. Basket aussi, maintenant. Basket aussi maintenant, forcément la Roca Team. Ah oui. Et puis c'est une belle réussite, pour le coup. Ça aussi, c'est une prise de risque, parce que à quel moment tu imagines qu'en 7 ans, tu vas pouvoir passer de national en Euroleague avec le succès qu'ils ont eu, quoi. Pour en revenir à ce que je te disais au tout début, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, les gens qui disent, c'est bien, mais c'est devenu normal, en fait. Ouais, alors, je suis d'accord avec toi, et là, on sort du basket et du foot. Il y a une certaine... alors, je sais pas comment on appelle ça... on est un peu blasé par le succès. Ouais. Parce que finalement, quand tout va bien et quand on fait un truc incroyable, les gens te disent, ouais. Après tout, pourquoi pas, quoi. Ouais. Est-ce que quand on est, comme toi, entrepreneur, ou en tout cas qu'on veut pousser l'entrepreneuriat, est-ce qu'on cherche la reconnaissance ou pas ? C'est quoi qui te fait plaisir ? C'est quand ça marche ou c'est quand on te dit c'est bien ? Non, c'est quand ça marche, mais après, en fait, la reconnaissance de qui ? Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ce que tu disais, le prix Nobel, ils ont été reconnus à juste titre. Il y a bien un moment donné où on fait les choses... pour moi, je trouve que dans tous ces domaines justement d'excellence où parfois on a des discours justement un peu anti-élite au sens ou technocrate, c'est devenu un gros mot et compagnie. Oui, si élite veut dire cooptation et compagnie, ça c'est mal, c'est sûr. Après, non, les élites, quand on regarde le sport, on va voir des gens qui performent. Donc je pense qu'il faut des gens qui tirent vers le haut. Voilà. Oui, c'est horrible, mais on n'aurait pas des retransmissions de télé pour des types qui feraient 40 secondes au 100 mètres, ça c'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Non, il faut faire des choses qui soient pas à notre portée directe. Exactement. Ça c'est sûr. Voilà. Et, tu as vu Noah Lyles, qui était double champion du monde 100 mètres, 200 mètres à Budapest.
cet été, qui dit le champion du monde, c'est celui qui s'est confronté à tout le monde. Oui. Et est-ce qu'il y a des champions du monde dans l'entrepreneuriat pour toi ? C'est dur à dire parce qu'en fait, on va dire, si tu regardes la performance au sens, des gens qui ont créé des choses formidables, oui. Ouais. De là à pouvoir, parce qu'en fait, ce qui est un peu dangereux, je trouve, c'est que, et d'ailleurs c'est la même chose dans le sport, la même chose dans la musique, c'est la même chose dans le cinéma, on a tendance à justement un peu confondre la personne et ce qu'elle fait. Voilà. C'est finalement la personne, tu la connais jamais. Ces gens-là, justement, c'est un peu dangereux parce que tu as l'impression que les gens connus, que tu les connais, d'ailleurs ils se font harceler comme pas possible. Enfin, mais c'est ce phénomène de voir quelqu'un en photo ou en image et de dire en fait je le connais, mais non. Non, pas du tout. Voilà. Donc tu peux juger de la performance, ça ouais, donc des entrepreneurs, voilà, tu vois, typiquement, on prend quelqu'un qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, Elon Musk, voilà, sur la performance pure et dure, c'est difficile de dire qu'il n'a pas réussi. Est-ce que je partage ses valeurs? Est-ce que c'est une bonne personne? Je ne suis même pas capable de juger quelque part parce qu'en fait, sa vie privée, en fait, voilà, lui, quoi. Et tu n'en vois qu'une chose un peu extérieure, superficielle, des gens en plus qui manipulent ou en tout cas qui utilisent les médias à leur compte, et en fait, c'est pas la vérité tout ça, quoi. Alors, Elon Musk, en tout cas, puisque tu parles de lui, il doit avoir une certaine idée de la vision du futur et de ce. Ouais. Voilà, parce que sinon, il financerait pas des sorties dans l'espace, il financerait pas. Les techniques de l'information comme il le fait, enfin, c'est quelqu'un qui doit avoir une vision. C'est ça, clairement. Mais justement, tu vois, toujours pareil, c'est la différence entre un fou et un visionnaire, c'est que le visionnaire, il a réussi, quoi. Donc, tu vois, c'est à quel point, est-ce que c'est un mégalo ou c'est quelqu'un qui est convaincu, enfin, tu vois, quelque part, enfin, moi, je suis pas capable de juger parce qu'encore une fois, je le connais pas, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, là, maintenant? Avant tout, la santé avec la famille et que tout va bien. Je pense que ça, je dis toujours, quand de ce côté-là tout va bien, les autres des problèmes, tu arrives à les gérer, quoi. Voilà. Et après, de continuer à s'amuser, de trouver plus facilement des gens qui ont envie de faire des choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des gens qui ont envie de faire des choses. Écoute, on te le souhaite. Et puis, on espère te voir encore souvent faire des choses à Monaco. En tout cas, chez nous, tu seras toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Et merci d'avoir passé ce moment avec nous. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup, Geneviève.